C'est ça qui est cool sur LinkedIn aussi, c'est que c'est un challenge de tous les instants. Ta communauté, elle est jamais acquise. T'as toujours des choses à leur prouver. Bienvenue sur Copywriting Game, je suis Victor Pelletier, copywriter freelance. Chaque semaine, je rencontre les meilleurs joueurs du copywriting, je vous partage leur parcours, leur process et leurs réflexions. On parle écriture, marketing et freelancing. Si cet épisode te plaît, tu peux lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. C'est la personne tatouée la plus connue du LinkedIn Game. Elle est lesbienne, elle aime le rap, elle est Pokémon, elle est engagée et influente. Si vous êtes sur LinkedIn, vous savez déjà de qui je parle. Pour la deuxième fois, j'ai l'honneur d'accueillir la Queen des Punchlines au micro de Copywriting Game. Bon, mesdames et messieurs, je voudrais un tonnerre d'applaudissements pour Dorit Naon. Ouais. T'entends pas les applaudissements, on les mettra au montage. C'est génial. Écoute Victor, merci beaucoup pour encore une fois cette invitation. Je suis tellement contente d'être avec toi. C'est toujours un bonheur. Et on a beaucoup rattrapé le temps perdu en off. On a beaucoup discuté. Donc là, on est vraiment chaud pour démarrer. Et j'ai trop hâte. Voilà, qu'on aborde tous les sujets qu'on a dit. Et ça va être génial. Franchement, ouais, je suis très content en vrai. Tu rentres dans le cercle très fermé des personnes qui passent 2 fois sur Copywriting Game. Je crois même que c'est une première. Donc, écoute, je suis super content de te réaccueillir. Et d'ailleurs, la dernière fois, on en parlait un peu en off, mais t'étais pas encore ghostwriter. Donc, ça date un peu. T'étais encore, je sais même plus combien t'avais d'abonnés, mais t'avais large moins que maintenant. Je sais même plus, je devais être à 20 000, un truc comme ça. Ça pousse, hein. Ouais, même pas, je crois. Et maintenant, donc t'as switché sur la partie ghostwriter et d'autres choses dont on va parler. Mais déjà, comment ça s'est passé la transition vers le beau métier de ghost? Ben écoute, à un moment, je me suis dit, voilà, t'as 40 000 abonnés, peut-être que tu vas te faire confiance et que tu vas oser croire en toi et vraiment miser sur toi. Donc, lance-toi entrepreneur. C'était pas du tout une évidence pour moi parce qu'il faut savoir que j'ai une peur panique de l'insécurité, mais vraiment, c'est presque maladif. C'est-à-dire que, enfin, tu connais un peu mon histoire, j'ai un passé qui n'est pas facile. Ma mère, elle m'a mis dehors quand j'avais 18 ans et tout. Donc moi maintenant je suis vraiment psychologiquement verrouillée, c'est-à-dire que j'ai besoin de sécurité, un maximum de stabilité dans ma vie. L'instabilité, ça me terrorise et tu le sais autant que moi Victor, entrepreneuriat égale instabilité. Entrepreneuriat égale insécurité. Donc psychologiquement, j'ai fait un énorme travail sur moi-même pour me dire crois en toi, lance-toi, accepte aussi que voilà, tu auras des aléas, peut-être que tu n'auras pas de clients tout de suite, etc. Donc j'ai franchi le pas. Pourquoi le ghostwriting? Parce que tout simplement, je me suis demandé ce que je savais faire et ce que j'aimais faire aussi. Donc je voyais que mes posts perso fonctionnaient bien. J'avais à ce moment-là, je crois, un peu plus de peut-être 30 millions de vues, un truc comme ça, en même pas un an. Donc je me suis dit, bon, si tes posts à toi fonctionnent bien, ouais, on était là, quoi. Si tes posts à toi, ils fonctionnent bien, probablement que tu arriveras aussi à faire ça pour des clients. Donc, allons-y, quoi. Et j'avais déjà une petite stratégie. Je me disais que j'allais écrire pour eux sur les mêmes sujets pour lesquels j'écris pour moi, en fait. Donc, voilà, je savais déjà sur quoi j'allais partir, que ça allait me plaire et tout. Ça a été un début catastrophique. Mon démarrage en tant que freelance a été misérable. Les 15 premiers jours, je n'avais pas de clients. J'étais dans un état de panique. Et c'est là où tu vois, quand on dit que les likes, ça reflète pas forcément la réalité, je l'ai vu. Parce que quand j'ai fait l'annonce pour dire que je me lançais entrepreneur, mon post, il a eu plus de 3200 likes. Je me suis dit, avec, je t'avoue, une petite poussée d'ego, allez, c'est super, voilà, je vais avoir beaucoup de demandes et tout. Et c'est ce qui s'est passé, hein. Mon Calendly, évidemment, j'étais très naïve, je ne l'avais pas qualifié, j'avais rajouté 0 question. Ah oui, la grosse erreur de débutante, hein. Juste, voilà mon agenda, vous pouvez booker des dates, réserver un call avec moi. J'ai eu 35 Reza Calendly dans la foulée, plein de messages privés. Moi, j'étais comme ça. Je me disais, allez, dans la foulée, je vais au moins en signer 5, 10, quoi, en tout, entre le Calendly et les sollicitations en message privé. Franchement, je devais être à 50 dans les 15 premiers jours, quoi, tu vois. Et figure-toi que je n'ai rien signé.
Ok. Personne, personne. C'était que des gens qui n'étaient pas qualifiés, c'était des gens qui n'avaient pas de budget, qui n'avaient aucune conscience aussi du métier, hein. Moi, j'ai vraiment eu la phrase: «Ah, mais moi, je pensais que ça allait me coûter 100 euros par mois, ça fait quand même cher pour des mots et des phrases. Je vais donner ça à mon stagiaire ou alors à ma petite nièce qui est à l'aise avec Snapchat et Insta». Bah, tu vois, Aïe, aïe, aïe. c'était ce délire-là, hein. Ok. Donc j'étais paniquée. Dans la foulée, j'ai eu mes copains de Swile au téléphone qui m'ont parlé de CDI, voilà, que ils adoraient ce que je faisais et tout. Et je t'avoue que j'ai tellement hésité à accepter. Parce que voilà, moi je me disais si en 15 jours ça prend pas, franchement, hein, je me disais ça, hein, si en 15 jours ça prend pas, ça prendra plus. J'ai grave hésité à accepter. Et écoute, finalement, tu vois, les gens disent qu'il faut pas trop passer de coups de gueule sur LinkedIn. Eh ben, je vous jure que si, passer des coups de gueule sur LinkedIn. Parce que j'ai fait 2 posts, je sais pas si tu t'en souviens à l'époque, pour dire les gars, je suis en train d'écrire un livre sur LinkedIn. J'ai quand même plus de 30 millions de vues. J'ai été sélectionné plusieurs fois par la rédaction LinkedIn pour la qualité de mes posts. Je suis manage creator. Qu'est-ce que vous me faites à remplir mon agenda et à remplir mes messages et à croire que ça coûte 5 euros? Et j'ai été très honnête, j'ai Ah dit je n'ai ouais. pas de clients en fait. J'ai dit parce que personne n'a conscience du métier. Et j'ai dit là, il y a un moment, c'est pas possible. Et je peux te jurer que c'est suite à ces coups de gueule-là que j'ai eu après avoir qualifié aussi mon calendrier. Donc je ne saurais pas te dire si en réalité c'était un mélange de choses ou si c'était uniquement grâce au calendrier, au poste ou quoi. J'ai eu mes 4 premiers clients signés, dont mon premier client qui m'a sollicité, du coup, mais lui, c'était vraiment dans la foulée du poste, donc je suis quasiment sûre que c'était suite Ouais, ouais. à ce coup de gueule, hein. Et c'était Hmm. franchement mon client idéal, hein, vraiment. C'était un chef d'entreprise qui en plus est super connu sur LinkedIn, qui œuvre à fond dans l'écologie, dans voilà, télétravail à 100% et tout, des excellentes valeurs. Donc j'aurais pas pu démarrer mieux. Mais et là, du coup, je me suis dit voilà, Dorit, t'as pas été très patiente les 15 premiers jours, t'as eu raison d'attendre un petit peu. Et voilà, ça a démarré comme ça, mais j'étais terrifiée au début, hein. Et ce qui est drôle, tu vois, c'est que quand j'en parle maintenant aux gens, ils me regardent comme ça, ils me font mais tu te prends pour qui en fait? Genre 15 jours pour avoir des clients, c'est déjà bien. C'est Ouais, normalement, c'est ça ça. Il devrait faut attendre juste, plus, quoi. juste remettre ça en contexte. C'est que 15 jours pour une personne lambda, on va dire, c'est vraiment que dalle quand tu te lances en freelance. Alors que après, toi, je pense que là où tu étais un peu impatiente, entre guillemets, c'est que tu avais déjà une certaine street cred. Tu avais genre 40 000 abonnés, tu étais manage creator, etc. Donc, je pense que tu pouvais attendre que ça arrive tout de suite avec la communauté que tu avais construite. Mais C'est sinon, ça. oui, un nobody qui a pas de communauté, qui n'a pas de street cred, et c'est pas péjoratif, mais juste qui n'a pas le travail Ouais, de, ouais. voilà, bah, forcément, en 15 jours, t'auras rien, mon pote. Enfin, franchement, si t'arrives à avoir des clients en 15 jours, alors que tu démarres de vraiment zéro, c'est chaud, quoi. Ben, c'est Enfin, c'est chaud. ça, franchement, sans dénigrer, hein. Je sais que les gens qui n'ont pas de visibilité, c'est beaucoup plus difficile pour eux. Et au contraire, hein, je dis ça, j'ai beaucoup Mm. d'empathie. Je sais que moi, j'ai une grande chance. Bon, après, on parle beaucoup de chance, mais c'est aussi un travail, hein, de développer son audience. C'est de la régularité, etc. Mais c'est que voilà, j'avais une audience. Et du coup, j'ai vraiment eu, tu vois, ce petit moment égocentrique de me dire, je vais avoir, Bah entre oui. guillemets, un public qui va m'attendre. Et ben oui, il était là, mais c'était pas le bon, hein. Franchement, c'est... Mais Ah, mais hyper j'ai été intéressant. prise, quoi. Mais tu sais que j'ai même eu Hyper. des gens qui m'ont pris pour leur psy, quoi. C'est-à-dire que, genre, je restais au téléphone et ils me parlaient des problèmes qu'ils voyaient dans la société, de plein de choses, tu vois. Et moi, j'étais là et j'attendais et je leur disais, excusez-moi, est-ce qu'on peut revenir à mon activité? Du coup, est-ce que vous avez un besoin? Non, pas du tout, je voulais juste discuter avec vous. Et ouais, mais Oh c'est là un là. calendrier pro, en fait. Ah, mais j'ai eu de tout. J'ai eu de tout, mais c'était un délire, quoi. Je te jure, j'étais désespérée. À chaque appel, j'étais plus désespérée que le précédent. Heureusement que j'ai eu de la patience, Et hein. du coup, c'est intéressant comment t'as fait pour qualifier un peu mieux les personnes, pour sélectionner un peu mieux les personnes avec qui tu travailles aujourd'hui? Alors, ça a été un travail long terme de qualifier mon calendrier qui, en fait, a été perpétuellement, justement, en réajustement par rapport Ok. comment dire, aux incohérences d'objectifs que je voyais entre mes prospects et ce que je veux.
Je vais te Ok. donner un exemple, tu vois. Au début, justement, quand j'ai requalifié mon calendrier, j'ai mis le budget et qui du coup, voilà, était la plus grosse source d'incohérence que je voyais par rapport à tous ces prospects au début qui m'avaient contacté. Et donc je mettais ça et quelques questions, mais voilà, on restait sincèrement sur une qualification qui était assez light. Moi, j'étais vraiment focus budget. Alors, j'arrivais à convertir, mais je remarquais qu'il y avait quand même des objections qui faisaient en sorte que je ne closais pas et qui, moi, étaient problématiques parce que bah, c'était des objections sur lesquelles je voulais pas faire de concessions, en fait, hein. C'était vraiment mon fonctionnement de travailler. Et c'était important aussi bah, que les prospects bah, voilà, soient en accord avec ça, parce que tu sais très bien qu'en tant qu'entrepreneur, le temps, c'est de l'argent, c'est notre ressource la plus précieuse. Moi, j'ai clairement pas le temps de perdre justement mon temps au téléphone, et puis j'imagine qu'aussi, voilà, les chefs d'entreprise non plus, ils ont pas forcément le temps, avec des personnes avec qui bah, ça va pas fitter, parce que tout simplement, on n'attend pas les mêmes choses. Donc, j'observais et j'écoutais beaucoup, et je remarquais que la plus grosse raison qui faisait que je ne convertissais pas, c'est les sujets d'écriture. C'est-à-dire que moi, Ok. j'avais beaucoup de chefs d'entreprise qui, en fait, bah, faisaient un peu un amalgame, tu vois, entre le ghostwriting et la rédaction web. Et tu vois, moi, pour le coup, je suis pas rédactrice web. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'ils avaient parfaitement conscience du métier. Ils me disaient, oui, on sait que voilà, vous allez écrire les posts LinkedIn à notre place pour notre profil. Mais à côté de ça, ils voulaient que j'écrive sur des posts vachement nichés et vachement techniques. Donc pourquoi je te parle de rédaction web? Parce que du coup, ça demande de vachement se documenter en fait. C'est vraiment, j'aurais dû faire un travail de recherche, etc. Écrire sur des sujets qui sont pas les miens, les cryptos, l'investissement immobilier, la gestion de patrimoine, enfin vraiment j'ai eu de tout, les banques, etc. Et moi, d'une part, j'ai pas envie de faire ce travail de recherche, parce que c'est pas comme ça que je vois mon métier. Moi, je veux écrire que sur des sujets que je connais et que je maîtrise. Et en plus, c'est pas des sujets qui sont, bah, tu vois, pour lesquels j'ai une Qui te sensibilité et motive, un quoi. affect. Ouais, c'est ça. Donc, quand je leur expliquais mes sujets et surtout la raison, je leur disais, voilà, je n'écris que sur des sujets marque employeur, télétravail, management, recrutement, culture d'entreprise, diversité, inclusion. Ils me disaient oui, et je leur expliquais pourquoi, tu vois. Je leur disais que c'est les sujets aujourd'hui qui ont le plus de résonance sur LinkedIn. Donc qu'aussi, s'ils veulent aller dans l'objectif du ghostwriting, donc du coup de développer leur notoriété, leur visibilité, leur image de marque, il faut aussi me faire confiance sur ces sujets-là et que je comprends totalement qu'ils veulent parler de sujets plus nichés, mais que le problème, c'est qu'ils vont s'enfermer dans une niche et que justement, ils n'arriveront pas à ouvrir leur audience. Et que c'est ça aujourd'hui le but du travail. Et aussi que, comme justement je l'ai mis dans mon calendrier, bah, le but aussi du ghostwriting, c'est justement que, alors, un travail de marque employeur, mais aussi, on va pas se mentir, enfin, tu le sais comme moi, hein, il y a aussi beaucoup de clients qui demandent de la conversion, qui espèrent aussi des leads derrière le métier. Donc du coup, moi, voilà, il y a quelque chose dont je suis super fière et tu le verras dans mon calendrier, c'est que j'écris et du coup, ça, je ne l'écrivais pas avant. Voilà, et ça, c'était source aussi de désaccord. Maintenant, j'écris tout, pour un produit lancé, vous avez plus de 400 concurrents. Ce qui va faire qu'un client va vous acheter votre produit, c'est pas votre produit, c'est vous. C'est votre vision et vos valeurs. Donc, du coup, voilà, la conclusion à ça dans le calendrier, c'est donc écrivez sur vous et parlez de vous, en fait. Parce que c'est cet aspect humain qui va faire en sorte que vous allez convertir. Et ça, je l'ai rajouté parce que justement, les clients enfin, les prospects ne comprenaient pas ça. Pour eux, voilà, il fallait parler de sujets qui étaient très produits, très techniques, et c'est pas comme ça qu'on arrive à se développer sur LinkedIn. Donc, j'ai rajouté ça, donc pour qualifier déjà la vision vraiment du ghostwriting au niveau ouais, des sujets, on va dire. Et puis, ça suffisait toujours pas, parce que, tu vois, moi, je me rendais compte aussi que pourquoi je closais pas, c'est parce que bah, les prospects, ils me disaient bah ouais, un engagement sur 4 mois, d'accord. Parce que moi, voilà, moi, je commence avec tous Ouais. mes clients sur 4 mois. Les one-shots, voilà, ça sert à rien dans le boulot. Et voilà, un client qui n'a pas cette conception-là, ça sert à. Enfin, voilà, on ne peut pas bosser ensemble, quoi. Ouais, C'est vraiment un on est travail long d'accord. terme. Ouais, c'est important de le comprendre. Donc, j'avais beaucoup de prospects qui me disaient, OK, pour commencer avec vous, mais plutôt pour un mois, parce que voilà, m'engager sur 4 mois, j'ai pas forcément de budget ou quoi que ce soit et tout. Et voilà, j'ai rajouté dans mon calendrier progressivement
l'engagement est de 4 mois, renouvelable 6 mois à la fin des 4 mois, puis de 6 mois en 6 mois. Donc petit à petit, on va vraiment vers ça. Et puis maintenant, c'est vraiment la muraille de Chine. Voilà, il est qualifié à la mort. Il y a 10 questions. Et la dernière en date que j'ai rajoutée, c'est vraiment spécifiquement les thématiques d'écriture. Parce que finalement, je me suis rendu compte que ne parlez pas de votre produit, mais parlez de votre vision, c'était quand même assez abstrait pour certains chefs d'entreprise. Et du coup, on avait Ouais. toujours les mêmes points de désaccord. Donc, j'ai précisé très spécifiquement, je n'écris que sur le management, le recrutement, le télétravail, la diversité et l'inclusion, la culture d'entreprise, l'empowerment des femmes, sur des angles vision, partage d'expériences, anecdotes. Et en fait, les gens sont obligés de cocher, voilà, je suis en accord, je suis en accord, je suis en accord. Et je peux te jurer que depuis que je l'ai, du coup, vraiment verrouillé, encore une fois, c'était un travail sur le long terme en écoutant les prospects au fil du temps, j'ai beaucoup moins de réservations, hein, on va pas se mentir. Mais par contre, je gagne C'est beaucoup plus plus de qualifié. temps et je convertis tout, en fait. Ben oui, parce qu'en fait, quand on sait au téléphone, je sais qu'au préalable, on est d'accord sur tout, mais vraiment tout. Il n'y a pas un point qui est Ouais. laissé au hasard, quoi. Et par rapport à ce que te disent un peu les prospects, quand ils viennent te voir, donc une fois qu'ils ont blindé le Calendly, ok, donc tu les en appelles, vous êtes à peu près sur la même longueur d'onde, c'est quoi un peu ce qu'ils vont te dire, genre c'est quoi leur but, tu vois, à publier sur LinkedIn, ils cherchent quoi en fait? Franchement, il n'y a plus de surprise, c'est toujours les mêmes raisons. Ouais, Alors, c'est les 3 mêmes raisons. Alors, c'est ok, soit je n'ai pas le temps, parce que du coup, ma cible, c'est que les chefs d'entreprise. Donc, du coup, ils me disent, voilà, on a compris l'enjeu de LinkedIn en termes de marque employeur. Éventuellement, si on peut avoir des prospects, c'est cool, mais vraiment, on est vraiment dans une démarche d'image de marque. Donc, c'est cool, ils comprennent l'aspect, tu vois, notoriété, visibilité, tout ça. Mais j'ai pas le temps d'écrire mes posts. Donc, ok, soit c'est ça, soit c'est je suis prêt psychologiquement à donner une part de moi-même sur LinkedIn, donc à parler de mes émotions, ok. etc., à partager ma vision, mes expériences, mais je ne me sens pas capable de le faire moi-même. C'est-à-dire que ça, je remarque que c'est souvent des femmes, hein, par contre. C'est très intéressant à observer. Voilà, de me dire, j'ai trop de pudeur, j'ai pas assez de détachement émotionnel, et voilà, tout simplement, je sens que j'ai pas les ressources émotionnelles nécessaires pour écrire moi sur moi. Et je préfère déléguer ça à quelqu'un pour m'enlever cette charge émotionnelle. Donc Alors ça, attends, là t'as dit deux trucs intéressants. ouais. Est-ce que toi, t'as plus de clients, tu dirais femmes ou hommes, par rapport au fait que tu sois une femme? Eh ben, tu sais quoi? J'ai plus d'hommes que de femmes. Et c'est Ok, vrai que, intéressant. ouais, c'est assez étonnant parce que finalement, tu vois, j'ai quand même des prises de position féministes qui sont assez affirmées. Donc, Ok, logiquement, ouais, tu te mais c'est dirais, ça. tu vas plus attirer les femmes quand même. Et bah, franchement, après, ça se joue à pas grand-chose. C'est du 60-40. Mais j'attire aussi beaucoup des prospects hommes. Très Et voilà, il y a intéressant. aussi, ouais, il y a aussi, eu beaucoup de prospects par le passé que je n'ai pas signés pour différentes raisons, que voilà, encore une fois, on n'avait pas les mêmes objectifs. Mais en client signé, on est sur une légère dominance, d'hommes dans mes clients. Mais par contre, en termes de prospects dans le global que j'ai eu depuis le début, la large majorité, c'est des hommes. Mais la grande majorité, ouais. C'est vrai que c'est intéressant à Ok. observer, hein. Ok, parce que moi, du coup, ça va faire bizarre cette phrase, mais j'attire pas du tout les femmes, tu vois. Genre, Ah ouais? genre dans mes prospects un petit peu, mais dans les clients signés, c'est une grande majorité des mecs, tu vois. Ah ouais, ah, c'est intéressant. Ouais, mais écoute, je sais pas, peut-être que les femmes sont moins, propices à Ouais, déléguer le ghostwriting ou quoi, non, mais c'est intéressant. Et tu sais que d'ailleurs, j'ai prévu un post là-dessus parce que je remarque une grande différence de comportement entre mes clientes femmes et mes clients hommes. Vraiment. C'est hyper intéressant. Tu vois, typiquement, quand, mes clients hommes vont, publier un post qui va être viral, ce qui est arrivé franchement quasiment à tous mes clients, hein, d'écrire des posts qui dépassent les 1000 likes, voire qui font 10 000 likes, 20 000 likes. J'ai, mon plus gros client, on en parlait en off, je lui ai même écrit un post qui a fait 101 000 likes et du coup, enfin, on se doute que derrière ça, il y a beaucoup de haters, il y a beaucoup de haine en ligne, ça n'attire pas que des amis
Et moi, j'envoie toujours un message bienveillant, que ça soit évidemment voilà, les hommes et les femmes, hein, je traite tous mes clients de la même façon. Toujours un message bienveillant suite à un post viral pour dire comment ça va émotionnellement, parce que par expérience, je sais que voilà, ça n'attire pas que des alliés, quoi, les posts à forte visibilité. Et ben, franchement, je peux te jurer que la plupart, voire franchement, mais quasiment tous mes clients hommes, ils vont me répondre: «Ouh là là, si tu savais, j'en ai rien à foutre, j'ai mon entreprise à gérer, ces gens-là, ils me connaissent pas, j'y accorde tellement pas d'importance, je m'en fous, quoi». Ok. Et les femmes, la plupart du temps, je n'ai même pas le temps d'envoyer le message. Vraiment. Et c'est même pas la plupart du temps parce qu'en fait, là, je me passe en revue toutes les clientes femmes que j'ai ou que j'ai eues. Non, c'est vraiment toutes les clientes femmes, sans exception, hein. Je n'ai même pas le temps d'envoyer le message que j'ai déjà reçu des captures d'écran, des pires commentaires à me dire: «Regarde ce qu'il me dit, regarde», mais pas du tout pour me faire des reproches, hein, attention, hein, mais pour me dire, Ouais. vraiment, d ils se prennent pour qui, en fait, les gens sur les réseaux? C'est pas possible de pas avoir de vie comme ça, ils sont méchants et cetera, et elles ont parfaitement raison dans tout ce qu'elles disent, hein, mais c'est pour montrer la différence émotionnelle. Après voilà, moi j'aime pas non plus faire des généralités, mais il faut quand même préciser que je fais ce métier depuis juin 2022, et vraiment, si j'arrive à te dire que 100 des femmes ont eu ces réactions-là, c'est quand même que ça représente un panel qui est quand même intéressant à observer. C'est que, émotionnellement, moi je peux en déduire aujourd'hui que les femmes sont quand même plus facilement touchées émotionnellement et ont moins de facilité à se détacher de la critique. Et ça se corrèle directement aussi avec la place des femmes sur les réseaux sociaux. Les femmes qui n'osent pas prendre leur place parce qu'elles ont peur de la critique, parce qu'elles ont peur de comment elles vont être perçues, parce qu'elles se trouvent pas légitimes. Et du coup, elles ont beaucoup plus de facilité, tu vois, à se remettre en question et, euh, et à se sentir pas à leur place, en fait. Et la moindre chose qui vient remettre cette légitimité en question, ça les touche. Et je trouve ça tellement dommage, franchement, mais tellement. Ouais, c'est hyper intéressant. Je pense, bah, du coup, peut-être que les femmes sont plus sensibles à la haine en ligne et aux commentaires des gens haineux. Mais après, ouais, ça remonte à loin, je pense. C'est conditionnement. Les femmes, historiquement, prennent moins la parole, ont plus peur de prendre la parole et en tout cas, ça évolue dans le bon sens. Mais c'est sûr qu'il y a plein de femmes qui sont peut-être plus sensibles à ça que certains hommes, ou alors peut-être que les hommes font plus genre et en fait ils sont totalement sensibles, mais juste ils l'assument pas et ils font genre non tout va bien, je sais pas. Ben écoute, ouais, peut-être, mais vraiment, hein, à chaque fois, c'est d'un tel détachement, tu vois, ça tient en 3 phrases. «Ouh là là, je gère une entreprise, j'ai pas le temps pour ça, t'inquiète, je m'en fous, quoi». Après c'est sûr que quand t'es créateur de contenu, quand tu commences à être un peu visible, ça peut vite jouer sur ta santé mentale si t'as des commentaires de gens haineux et ça peut aller beaucoup plus loin parce que ça peut partir sur limite du harcèlement et tout, mais ouais, en tout cas c'est sûr que c'est un Bah, ouais, sujet ouais. qu'il faut pas négliger, il faut publier des choses qu'on est Mmh. prêt à assumer derrière les propos, etc. Il faut être aligné avec son écrit, Totalement, quoi. totalement, totalement. Donc ouais, il y a cette partie-là où, du coup, émotionnellement, c'est plus des femmes, hein, d'ailleurs, hein, qui me sollicitent sur cette raison-là, justement. Où, émotionnellement, elles me sollicitent, pour me dire: «Voilà, je te décharge le fait d'écrire mes posts parce que je me sens pas capable de le faire». Et la troisième raison, c'est la raison des compétences. Et là, ça va être vraiment à part égale, c'est-à-dire que, voilà, on va me dire, j'ai envie de publier sur LinkedIn, j'ai conscience de l'enjeu, pour ma marque employeur et cetera, mais je sais que j'ai pas les compétences en copywriting et en même temps, j'ai pas forcément envie de les avoir parce que, voilà, me mettre dans une formation ou quoi que ce soit, sincèrement, c'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse. Donc du coup, voilà, je suis très humble, je sais que je suis pas capable de le faire moi-même, donc je préfère déléguer ça à quelqu'un. Et parfois, c'est les 3 en même temps. Ou alors les 2, tu prends 2 éléments sur les 3 ou quoi que ce soit. Mais globalement, voilà, c'est pour ça qu'on va me solliciter pour, c'est à chaque fois pour ça qu'on va me solliciter pour écrire, les posts LinkedIn. Donc ouais, je te dis, c'est vraiment, sans surprise, quoi. Et d'ailleurs, par rapport à ça, il y a une question que je voulais te poser sur toi, je trouve que tu as un style d'écriture, tu vois, qui est assez reconnaissable. Enfin, tu as une patte, tu vois, tu as une plume. Comment tu fais avec tes clients pour en même temps avoir la tonalité de ton client, mais aussi la tienne, tu vois, faire un peu le mix des deux.
Je sais pas si tu as beaucoup de retours de tes clients en mode ah ben je l'aurais jamais dit comme ça, comment tu fais le mariage un peu entre les deux. Ben, en fait, ce qui est intéressant déjà, c'est que les gens trouvent que j'ai une plume et Hmm. que j'ai un style reconnaissable, alors que franchement, mais je trouve pas. J'ai un style qui est Ok. archi minimaliste. Et en fait, Ouais. finalement, rien que ça constitue un style. Et c'est vrai que moi, j'aurais pas eu la démarche de me le dire. Je fais des phrases généralement qui sont très courtes, j'ai des sauts de ligne, mais finalement, enfin, comme pas mal de personnes. Et j'ai l'impression d'être dans le minimalisme, mais dans la sobriété aussi, tu vois, dans l'écriture. Mais du Ouais, coup, ouais, pas mais forcément c'est d'avoir ça. quelque chose d'incarné. Mais finalement, ça devient quelque chose d'incarné, donc ouais, c'est archi drôle. Si, il y a Mais ça, et il y a les petites punchlines, genre oui, là où il faut, tu vois. oui, oui, c'est Donc vrai que c'est ça, ça qui est par bien. contre, ouais, c'est mon titre de Queen des punchlines que je dois défendre Ouais, absolument. bah oui. En fait, ce qui est intéressant, c'est que moi, je vais t'expliquer mon process. J'ai aucun mal à l'expliquer, vraiment. Au contraire, si ça peut aider d'autres ghostwriters ou quoi. C'est que j'envoie un devis, évidemment. Une fois que j'ai un retour de devis signé, j'envoie entre 15 et 20 questions à mon futur client pour connaître ses valeurs, etc. Les valeurs qu'il veut transmettre à son entreprise, pour déjà avoir une idée de comment me situer. Et je lui pose des questions sur le ton, donc pour cibler vraiment comment je vais m'adresser à son audience par rapport à la conception de la ligne éditoriale. Donc, toutes ces questions qui sont liées au ton, ça va m'aider déjà à savoir si, en termes d'humour, je vais pouvoir être un peu libre-cours, si, en termes de, comment dire, de façon de m'adresser à l'audience, je vais pouvoir être plus proximité ou alors plus être dans la distance et on va dire dans le côté conventionnel. Donc déjà, je vais pouvoir être dans cette synchronisation-là parce que c'est très important de me dire, certes, les clients, ils viennent tous me chercher parce qu'ils apprécient mon travail et ma plume. Ça, c'est l'intérêt aussi et l'avantage quand tu as de la visibilité, c'est que moi, 100% de mes clients, ils viennent me chercher parce que je suis moi. Ils me disent, voilà, on lit tes posts, non seulement on aime bien comment t'écris, mais en plus on aime bien ce que tu prônes et tes valeurs. Mais du coup, ils s'attendent aussi à retrouver mon style d'écriture. Donc, tout l'enjeu pour moi, c'est de trouver une synergie entre mon style d'écriture, mais leur personnalité et bah aussi l'image de marque qu'ils veulent transmettre pour leur entreprise. Donc, par rapport à tout ça, je suis un petit peu, tu vois, mon mélange. Et franchement, je suis hyper fière de moi parce qu'aujourd'hui, vraiment, hein, j'ai des retours qui me font dire que bah, j'ai vraiment bien cerné le truc. J'ai beaucoup de clients qui me disent, franchement, que ça soit moi, quand je lis tes posts, que tu m'écris, ou que ça soit le retour des gens en fait qui lisent les posts que tu m'écris par message privé ou quoi, c'est unanime. Je me reconnais à 200%. J'aurais pas pu mieux le dire. Et voilà, moi j'ai des clients qui, par exemple, m'ont dit, enfin, ils ont un peu deviné, voilà, que d'un coup, il y a une grosse fréquence de publication. Donc, ils ont un peu deviné qu'il y avait quelqu'un derrière, sans forcément que ça soit moi. Et des retours type, franchement, enfin, moi, j'ai deviné qu'il y avait quelqu'un qui écrivait tes posts parce que d'un coup, tu as bondi sur LinkedIn alors que tu publiais jamais rien. Mais sinon, enfin, moi, je trouve que ça te correspond à 300% et que, enfin, voilà, ça te représente hyper bien, quoi. Et limite, j'ai l'impression d'entendre ta voix quand je lis les posts que pourtant tu n'as pas écrit toi-même. Et enfin, tu vois, ce feedback, il est hyper important pour moi parce que ça me permet aussi de me situer et de savoir si je suis au niveau, tu vois, de ça. Parce que c'est quand même hyper important de se dire que c'est pas notre compte. Il faut qu'on arrive à se calquer sur le client. Et quand je reçois, après livraison de poste, des feedbacks de mes clients pour me dire, franchement, tous les posts, j'ai trop hâte de les poster parce que tu as exprimé à merveille les émotions que je voulais transmettre. T'as hyper bien compris ce que je voulais communiquer. Et voilà, le post de lundi, ça exprime ce que même moi, dans ma tête, j'aurais jamais réussi à exprimer, etc. T'es hyper content parce que tu te dis, c'est le but, en fait, un peu, tu sais, de rentrer dans la tête des gens et d'arriver à sortir les faits et les émotions dont eux-mêmes, parfois, n'ont même pas forcément conscience. Et d'arriver Ouais. à sublimer ça et à mettre en avant, quoi. Non, mais c'est trop bien ça. C'est la meilleure récompense d'un ghostwriter quand on te dit ah ouais, t'as dit exactement ce que je pensais, t'as mis t'as transformé les émotions en mots, etc. Donc ça c'est la meilleure des récompenses. On en parlait un peu en off du coup par rapport à ça sur
sur le fait que il y a des clients qui, du coup, qui peuvent se faire repérer par le fait qu'ils font appel à un ghostwriter, etc. Ouais. C'est une grosse question qui, je pense, est limite tabou, tu vois. L'anonymat du ghostwriting. L'anonymat du ghostwriter. Je sais que il y avait un petit peu ça, je crois, dans le milieu du rap pendant un temps, en mode fallait pas dire que c'était un autre rappeur qui écrivait de ses textes, etc. J'ai l'impression que ça se répète avec LinkedIn et que les CEO aujourd'hui, ils veulent pas, ou en tout cas qu'il y a une espèce de tabou qui a pas forcément lieu d'être. C'est quoi un peu ton avis sur ça, sur le fait que, sur le marché du ghostwriting en général et sur cette question de l'anonymat? Je trouve que ça n'a pas lieu d'être de cacher l'identité d'une personne qui écrit ses posts. Alors, le problème, c'est qu'en fait, à un moment, il y a quelqu'un qui a décidé que ça devait se faire anonymement et qu'un ghostwriter devait être dans l'ombre. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, nos clients, ils ont dans la tête que c'est même une honte et voilà, qu'il faut absolument faire comme si, c'était eux qui écrivaient leurs posts parce que sinon ça allait nuire à leur image et que ça allait même, du coup, être peut-être dénigrant et que ça allait enlever de la valeur à ce qu'ils mettent en avant. Il y a plein de ressentis différents, en fait, et c'est ridicule. Par exemple, Zazie, elle a écrit «Allumer le feu» pour Johnny. Tout le monde le sait et les gens qui sont pas au courant que c'est elle, il suffit de taper sur Google, c'est partout, en fait, et dans la musique, finalement, voilà, pareil, c'est monnaie courante. On fait appel à des gens qui interviennent dans des albums pour écrire, un Damso, texte. Damso, il a écrit pour Luan. Ouais, mais il y en a plein, il y a eu, même sur, Christophe Willem, il fait appel souvent à et je sais qu'il a fait un titre avec Slimane, enfin bref, il y a pas mal d'artistes qui font des synergies comme ça et en fait, ça se résume à une chose, c'est la reconnaissance et la valorisation du travail, de tout simplement citer ces personnes qui contribuent aussi à la visibilité des personnes qui font appel à elles, quoi. Donc, moi, quand je vois sur LinkedIn qu'il y a cette espèce de chasse aux sorcières aujourd'hui, où tout le monde, tu sais, essaye un peu de deviner est-ce qu'il a un ghostwriter, c'est qui son ghostwriter, etc. Alors, d'un côté, je peux comprendre les gens, parce que aujourd'hui, les gens veulent de l'authenticité et de la transparence. Et je me dis, en fait, finalement, c'est un sujet qui devrait même pas exister. Parce que, de base, il n'y a pas lieu d'être, justement, de faire cette traque-là, parce qu'il n'y a pas lieu d'être de faire ça dans l'ombre. Mais je vais rajouter un truc aussi, c'est que écrire, c'est un métier en fait. C'est un métier et ça demande des compétences et tout le monde n'a pas ces compétences-là et c'est totalement normal et il n'y a pas de honte de faire appel à des gens pour t'aider sur ces compétences-là. C'est comme, genre, je sais pas, c'est pourquoi avec le truc d'écrire, on fait un truc de tabou, genre, t'as un problème de canalisation ou tu débouches pas tes chiottes tout seul, tu fais appel à un plombier, à la honte. Genre, bah non, enfin, c'est son métier, c'est pas le mien, tu vois. C'est ça. Parce que je suis désolée, bah, tu vois, tout à l'heure, tu me demandais c'est quoi qui fait que mes clients ils me contactent. Mais la plupart, c'est qu'ils n'ont pas le temps. Donc, elle est où la honte, en fait, pour un chef d'entreprise de dire je n'ai pas le temps d'écrire mes posts parce que je préfère m'occuper de mon équipe, ce qui est parfaitement logique. Moi, je veux révolutionner tout ça. Là, j'ai 2 postes qui sont prêts pour ça depuis 1 mois. J'ai laissé en total stand-by parce que je suis à fond dans la promo du livre, mais je veux révolutionner ce système. Il ne me convient pas du tout, vraiment. Parce que, tu vois, tout à l'heure, pareil, en off, je te parlais aussi de, la galère entrepreneuriale pour les ghostwriters quand ils n'ont pas beaucoup de visibilité principalement et de l'ingratitude pour les ghostwriters. Moi, j'ai de la visibilité. Après, voilà, on crache pas sur des recommandations. Je bénis, tu vois, les clients qui m'envoient d'autres clients. J'ai signé des clients grâce à des recos, hein. Heureusement qu'ils ont pas tous cette mentalité-là. Mais de base, ghostwriters, dans l'État, c'est un métier extrêmement ingrat. Tu n'as aucun client qui va te recommander. T'as aucun client qui va faire un post pour dire voilà, c'est Dorit qui écrit mes posts, elle fait du super boulot, etc. T'as aucun client qui va te mentionner nulle part. Donc, si t'as pas de visibilité, t'es mort en fait. Parce que Et sinon, tu autre fais comment? chose, l'autre côté aussi, c'est que le ghostwriter qui, du coup, avec le truc d'anonymat, là, de pas dire pour qui on travaille, etc., ben, t'as des gros mythos. T'as des gens qui vont dire, Ouais, ouais, mon dernier, et ça pourrit le métier, en fait. Ouais, mon dernier client, il a fait tel résultat, ou, ouais, j'ai des clients qui explosent sur LinkedIn. Ah ouais, c'est qui tes clients? Ah bah, je peux pas dire, c'est anonyme.
Mais Ok, oui, mais mais qui c'est me dit que t'as pas de ça, mais clients, non. oui, Mais il y a ce mais problème-là oui, aussi, tu vois. Donc ça crée un mais espèce oui. de truc malsain des deux côtés, tu vois. Mais oui, mais c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Et puis, tu vois, même quand tu es de bonne foi, ça te porte préjudice parce que, tu vois, tu vas être en appel, tu as un prospect qui te connaît, mais qui a quand même besoin un minimum de réassurance, qui va te dire, ouais, est-ce que je peux voir un peu des comptes? Est-ce que tu peux me donner des noms de comptes, que je regarde un peu la croissance ou quelque chose? Bah, Ouais, tu peux pas, sauf si tu as des clients où tu sais qui sont en total accord. Moi, je sais que j'ai un client, ouais. mais je le bénis et je prie le ciel tous les jours d'avoir mais que des clients comme lui. C'est mon client historique. J'écris ses posts depuis juin 2022. Là, depuis que j'écris ses posts, il est à plus de 30 millions de vues. Il est passé de quelques milliers d'abonnés à 54 000 abonnés. Et ben, j'ai pas de mal à dire voilà. Et puis même lui, il a pas de mal, hein. Il est dans mes recommandations sur mon profil LinkedIn. Il m'a écrit une reco, il est adorable. J'ai pas de mal à dire à mes prospects, voilà, allez sur son compte. Vous voyez un petit peu le style, tout ça. Mais il y a pas tous les clients qui sont OK avec ça. Et surtout, toi, si t'as pas un client qui est ouvertement OK, tu ne peux pas te permettre. C'est voilà, il y a vraiment un accord tacite de confidentialité qui fait que vraiment c'est toi et ta merde pour ton acquisition. Donc voilà, c'est très ingrat. Toi, tu t'investis émotionnellement dans le travail, tout ça. Et tu sais que finalement, t'auras jamais de vitrine en fait. Sauf pour certains clients qui sont totalement en paix avec ça. Et vraiment, enfin, on les bénit. Encore heureux qu'il y ait quelques clients qui comprennent que justement, il n'y a pas de réelle objection et que ça sera toujours bien vu d'aller vers l'authenticité et la transparence. Et moi, j'en suis profondément convaincue. La meilleure façon d'avorter la chasse aux sorcières, c'est d'être tout de suite honnête. Voilà, si tu dis tout de suite les choses, on ne pourra jamais te reprocher et te dire, je sais pas combien de temps après, ah, mais je pensais que c'était toi, etc. et tout. Peut-être que je me sens un peu trahi, je sais pas quoi. Après, il y a aussi la nécessité d'éduquer les gens sur le ghostwriting. Faut arrêter aussi, tu vois, ces délires de dire, oh là là, mais les gens qui ont des ghostwriters, bah du coup, c'est pas ce qu'ils pensent. C'est quelqu'un d'autre qui écrit leur post, donc du coup, c'est forcément du fake et c'est forcément du mytho. Mais en fait, les gens qui parlent du ghostwriting, c'est des gens qui sont même pas éduqués sur le métier et comprennent rien. Et ils ont un préjugé qui est complètement infondé et qui est franchement mais ridicule. Parce qu'en réalité, tout ce qu'on écrit, quand on est un bon ghostwriter, mais j'ose espérer que franchement, voilà, à un moment, on n'est ni romancier, ni quoi que ce soit. Quand t'es ghostwriter, les clients, ils te fournissent une matière, ils te disent, voilà, j'ai vécu ça, j'aimerais que t'écrives sur ça, je pense ça, j'aimerais que t'écrives aussi sur ma vision. On n'invente rien. Juste, on met en Mais non. forme copyrightée de façon impactante et optimisée pour LinkedIn les pensées et le vécu du client. Mais je vois des trucs, je te jure, sur LinkedIn, vraiment. C'est notre plume, mais c'est leur histoire, quoi. C'est notre plume, c'est leur histoire, donc on n'invente rien. Mais Mm. c'est ça. C'est ça, mais toi aussi tu les vois passer, non, ces posts? En mode, ouais, les ghostwriters, faites attention aux chefs d'entreprise qui ont des ghostwriters parce que c'est que du mytho, Ouais, j'ai vu s'ils passer font des appel trucs à... genre Ouais, il y en a plein. qui peut se vanter d'avoir un ghostwriter, des trucs comme ça. Enfin bref. Ouais, Bref, on pourrait débattre pendant 1000 ans, Dorit, du marché du ghostwriting, etc. Il y a tellement de choses à dire, mais en tout cas, déjà, on a posé le message là. On va casser un peu les idées reçues là-dessus et j'espère que ça va résonner, en tout cas, chez certaines personnes qui écoutent ça. T'as parlé de ton livre, enfin, t'as mentionné, on n'en a pas parlé. On peut en parler un peu plus. Il est sorti là depuis 2 semaines, une semaine. il est sorti le 3 mai, donc ouais, écoute, ça fait déjà 2 petites semaines, ouais, hein. Il y a quoi dans ce livre? Ben écoute, il y a la base, c'est-à-dire apprendre à optimiser son profil, apprendre à créer du contenu, faire sa ligne édito, le copywriting, mais pas que. Moi, ce qui était très important, c'est vraiment, comme je te disais en off, d'avoir le deuxième aspect des réseaux sociaux. Parce que je pars du principe que les réseaux sociaux, c'est pas que de la création de contenu. Il y a un deuxième aspect qui est hyper sous-coté, qui est l'aspect psychologique. Et ça, j'y tiens énormément à le mentionner. Alors, c'est super si tu t'optimises ton profil, tu crées donc du contenu, etc. Mais si t'as pas conscience que créer du contenu, c'est dur émotionnellement et c'est dur aussi psychologiquement, tu vas pas te tenir sur le réseau. Les gens, il faut pas leur vendre du rêve, il faut être honnête avec ça.
Et sur certains aspects, il faut vraiment avoir une hygiène mentale irréprochable. Et ça, je l'explique vraiment dans le livre, c'est-à-dire typiquement arriver à se mettre un rythme pour préserver sa charge mentale. Aujourd'hui, on est vraiment dans des problématiques d'infobésité qui sont très importantes. On a tendance à consommer du contenu sur, en plus, pas que LinkedIn, hein, tu vois. Ça, c'est un livre de formation à LinkedIn que j'ai écrit, mais généralement, on est sur LinkedIn, on est sur Insta, on est sur Facebook, on est sur TikTok, on est sur Snap, on est de partout. On consomme du contenu, on crée du contenu, on se retrouve facilement dans un état de déprime, à passer aussi à côté de sa vie et de fatigue mentale, en fait. Et il y a cette nécessité de se préserver. Et d'ailleurs, je suis speaker à Vivatech sur ce thème-là, je te l'annonce en exclusivité, sur le thème de l'infobésité et de la charge mentale sur Internet et les réseaux sociaux. C'est une Trop bien. problématique qui me tient à cœur et c'est un honneur qu'ils me font et j'en suis hyper fière. Speaker à Vivatech. Waouh. Et donc voilà, tout cet aspect-là, où aussi j'accompagne les gens pour gérer les haters, ça c'est hyper important. Détachez-vous, défocussez de ce que les gens pensent de vous, c'est hyper important. Si les gens voilà, vous mettent des commentaires qui sont négatifs, qui vous attaquent personnellement, gardez en tête qu'ils ne vous connaissent pas, ils ne savent pas ce que vous avez vécu, ils ne savent pas qui vous êtes. Ne vous comparez jamais aux autres créateurs de contenu, c'est warning, c'est hyper toxique. Un tel, il a fait plus de likes que moi. Oui, mais un tel, comment ça se fait qu'il a dit qu'il gagne 10 000 euros alors que moi, je démarre, je suis à 1 000 euros? On s'en fout. On se concentre sur soi. Et ça, j'en parle dans le livre. Et c'est hyper important, cet aspect vraiment émotionnel, voire spirituel. Donc, on peut s'attendre vraiment à la partie technique. Je donne tout mon savoir sans aucune rétention d'informations. Voilà, on peut s'attendre à ça, mais il faut aussi surtout s'attendre à un peu le service après-vente de la création de contenu qui, voilà, je me voyais pas, encore une fois, écrire un livre de formation à LinkedIn sans en parler. Et on peut surtout s'attendre dans ce livre à un maximum d'humour. Moi, j'ai dit à la maison d'édition, j'ai été très honnête, je n'aime pas les livres de formation. Je trouve qu'en général, ils sont gris, ils sont tristes, et personnellement, j'en ai aucun chez moi, sauf ceux que la maison d'édition m'a envoyés pour un peu que je vois voilà, comment c'était tourné à certains livres de formation et tout, mais j'en ai pas chez moi parce que bah, ça me donne pas envie en fait. Et moi, je pars du principe que la meilleure façon d'apprendre, c'est d'apprendre en s'amusant. Et ça passe par la pédagogie, par une approche ludique et du coup par l'humour. Donc ce livre, il est rempli d'humour, de punchline et en plus, il est illustré par Billy. Donc du coup, voilà, c'est vraiment du cassage de code de A à Z et voilà, vraiment très très fier de ce qu'on a réussi à sortir. On était numéro 1 des ventes quand même sur Amazon, catégorie marketing le lendemain de la sortie du livre et le surlendemain, catégorie marketing et stratégie, toujours numéro 1 des ventes. On est hyper fiers de l'accueil qui est donné au livre et voilà, c'est une belle aventure qui commence et qui va continuer. Du coup, on parlait du reach sur LinkedIn et ouais, tu me disais que c'était un peu vicieux, qu'on était un peu enfermé dans une bulle. J'ai plein de questions par rapport à ça parce que c'est vrai qu'on est pas mal de créateurs à l'avoir remarqué qu'il y a une baisse globale de tout le monde sur le reach. Toi qui as beaucoup plus d'abonnés que moi, je pense que tu as dû moins ressentir que moi, mais en tout cas, tout le monde le ressent quand même. Du coup, ma question, ce serait peut-être, ok, les règles du jeu ont changé, LinkedIn a durci un peu plus le truc, on sait pas vers quoi ça va, on n'a pas toutes les infos. Mais déjà, comment on fait un peu pour sortir de cette bulle? Est-ce que toi, tu vois un peu des pistes par rapport à ça pour quand même réussir à toucher des nouveaux gens, tu vois? Ouais, en fait, ce qui se passe, c'est que je sais pas si on peut parler vraiment de changement d'algorithme parce qu'il n'y a pas eu d'annonce officielle de la part de LinkedIn, mais en tout cas, les faits sont là. Il y a une baisse de reach, une baisse d'engagement global pour tout le monde. Et en fait, là où c'est pernicieux, c'est que on le voit pas forcément. C'est-à-dire que, franchement, peu importe le nombre d'abonnés, dès que tu commences à avoir une audience installée, etc., pour un post normal, on constate que pour quasiment tous les créateurs, un post normal, c'est 200 likes, hein. Tous les gros créateurs, hein, qui ont vraiment une audience établie, etc. Donc, avant, quand nos posts ils s'étendaient à une plus large audience, ils faisaient 200 likes. Maintenant, l'audience, elle est toujours là. Ils font toujours 200 likes. On se dit, on voit pas la différence. En fait, c'est transparent pour nous et on s'en rend pas compte. Et c'est là où c'est vicieux. Parce qu'en réalité, avant,
on avait beau faire 200 likes, mais ça sortait quand même de notre réseau premier, ça s'étendait à plus loin et ça nous permettait d'avoir pas mal de demandes entrantes. Sauf que maintenant, on est vraiment plus enfermé dans notre réseau premier et ce qui fait qu'en fait, on n'est pas visible ou très peu visible de l'extérieur. Et du coup, il y a une baisse de demandes entrantes qui est vraiment vachement remarquable pour beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui. Et c'est ça la réalité. Et c'est à cause de cette baisse de reach là. Mais qui pour autant n'a pas d'impact sur l'engagement, la quantité de likes, etc. forcément pour les gros créateurs. C'est pour ça que je dis que c'est là où c'est vicieux. Ça a quand même de l'impact sur le nombre d'impressions. C'est-à-dire que même si tu fais le même nombre de likes et le même nombre de commentaires que sur tous tes posts, qu'avant qu'il y ait la baisse de reach, tu vois quand même que les impressions, elles sont moins importantes. Je te pose Mais la c'est question ça. pour toi, parce que moi, c'est le cas, donc je sais pas si... Mais c'est exactement ça. Et tu vois, moi, c'est un truc que j'ai vu quasiment au tout début. C'est que tu vois, enfin, je vais te parler d'une façon hyper transparente, hein. Moi, avant, pour 100 likes, je faisais 10 000 impressions. Donc pour 200 likes, c'était vraiment par palier de 10 000 impressions. Ouais. Pour 200 likes, je faisais 20 000 impressions, etc. Maintenant, Mhm. avec 10 000 impressions, je peux faire 300 likes. C'est ça la réalité. Et c'est pour Tu veux ça. dire l'inverse. Avec 10 000 likes, je peux faire 300... Non, Non, attends. non, non, vraiment. Oui, oui, Avec ok. 10 000 impressions. Ouais, ouais, si, si, c'est vraiment dans ce sens-là. Ok, Avec 10 000 impressions, je peux faire 300 likes, alors qu'avant, avec 10 000 impressions, j'en faisais 100. Et ça ouais, montre en ok. fait qu'avec enfin très peu, c'est beaucoup 10 000 impressions, mais qu'avec finalement beaucoup moins de visibilité et de réseaux sortants, ben, je peux avoir beaucoup plus de force de frappe et de likes qu'avant. Donc c'est quoi qu'il faut en déduire? C'est que tout simplement, aujourd'hui, je suis plus restreinte dans mon réseau principal, comme beaucoup de créateurs. Et alors, il y a des choses sympas à en déduire, c'est ta capacité fédératrice auprès de ton audience proche. C'est-à-dire, là, pour le coup, on voit vraiment si tes abonnés, ils sont là, ils sont actifs, ils sont présents. Alors, dans un sens, c'est cool, parce que ça montre que, voilà, tu arrives aussi à travailler ton réseau proche, c'est aussi le but. Mais, en même temps, ça montre que, effectivement, LinkedIn ne fait plus en sorte de faire sortir ses posts du réseau extérieur. Et oui, par rapport à ça, moi, tu vois, enfin, je te dis, pour mes posts d'avant, je fais toujours des posts à 40 000, à 50 000, à 200 000, à 1 million de vues, etc. C'est pas le sujet. Mais tu vois, enfin, je connais un peu le réseau maintenant et tout, et je sais que pour des posts équivalents avant, j'aurais fait le double, vraiment. Et enfin, Mhm. la preuve la plus frappante que je te dis, c'est que maintenant, je te dis, avec 20 000 impressions, je peux faire 500, 600 likes. Alors qu'avant, pour faire 500, 600 likes, je faisais 60 000 vues, je faisais 70 000 vues. Donc ça montre que finalement, bah voilà, si on a tous moins de demandes entrantes, c'est parce que c'est ce manque de visibilité-là, il fait qu'il y a cet impact-là aujourd'hui. Donc franchement, là, je suis en train de me demander quelque chose, sincèrement, quand tu me parles de solutions à proposer pour ce problème-là, c'est est-ce qu'on va pas devoir en revenir à la prospection? Sincèrement, hein. Parce que Ouais. finalement, c'est quoi la solution? Si on se retrouve coincé dans notre réseau premier et que notre seule visibilité, quasiment, c'est que ça. Comment on va pouvoir faire pour être visible de l'extérieur? Aller chercher l'extérieur, en fait. Mais en tout cas, ouais, pour revenir sur les métriques, un peu les chiffres, ça me rassure ce que tu me dis. Et c'est vrai que j'ai comparé un peu les chiffres de certains de mes clients, tu vois, il y a 6 mois, et des clients actuels. Et c'est vrai que c'est flagrant. Tu regardes quand on faisait des posts, je sais pas, à 300 likes, tu pouvais faire plus de 100 000 impressions. Alors que là, Ah par ouais, ouais. exemple, il y a un mois, j'ai fait un post avec un client, on a passé les 1000 likes, et ben il vient juste de passer les 100 000 impressions. Alors qu'avec 3 fois moins de likes à un client, il a fait les 100 000 beaucoup plus rapidement, tu vois. Donc Ouais. franchement, c'est beaucoup plus dur maintenant de faire des gros scores. Ouais, 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 c'est dur d'être visible et de sortir de son réseau. Tu vois, là, je te donne l'exemple de mon post de vendredi. Vendredi, j'ai fait un post qui a fait 938 likes, 41 837 impressions. Tu vois, je suis hyper Voilà. transparente avec toi. C'est Tu vois, cool, je ouais, te comme ça c'est montre, concret. tu vois, je sais pas si tu vois, bah, vous mettrez le truc inversé, hein. Et tu vois, moi, avant, Donc, avec tu vois, presque 41 000, 1000 likes bah oui, et même mais pas c'est ça. 50 000 impressions, c'est abusé. Mais
Mais c'est ça, avant, avec 41 000 impressions, je faisais 400 likes. Et avec 938 likes, j'aurais fait 100 000 vues, tu vois, voire plus en fait. C'était, tu vois, le nombre de vues était supérieur au nombre de likes. Tu comptes 100 likes pour 10 000 vues et tu peux même des fois en rajouter. Ça m'est déjà arrivé, tu vois, de faire des posts avant à 200 likes qui ont fait en réalité 30 000 vues, tu vois. Mm. Donc aujourd'hui, on n'est plus sur ça, on sort plus de notre réseau. Donc les solutions, c'est soit on fait de la prospection, soit on est hyper actif pour aller, et c'est peut-être ça, sincèrement, l'ambition cachée de LinkedIn, on est hyper actif pour aller chercher la communication chez les autres. Donc toujours plus aller, Commentaire à fond. ouais, 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 aller chercher, aller engager la conversation en commentaire, aller envoyer des messages privés pour remercier sur la qualité du contenu, etc. Et je me demande du coup si c'est pas ça que cherche à créer LinkedIn, c'est éviter les gens peut-être comme moi, comme nous, hein, comme les créateurs de contenu qui ont un peu de réseau, qui se reposent un peu, tu vois, sur leur acquis et qui se disent ça Mm. y est, j'ai une audience, j'ai des demandes entrantes, tout ça, et qui du coup ne font plus tourner le réseau, ne commandent plus suffisamment chez les autres pour étendre leur réseau. C'est une hypothèse, hein, attention, il n'y a rien de véridique, mais tu vois, on est en réflexion. Et peut-être que du coup, leur but, c'est de nous mettre un petit peu, tu vois, un coup de collier et de dire, voilà, le but, c'est que le réseau, il soit vraiment humain à fond, d'avoir un maximum d'interactions, tout ça. Donc, si vous voulez avoir on va dire, ouais, un retour de bâton, tu vois, quelque chose, il faut que vous alliez aussi créer l'opportunité et que vous alliez créer des interactions. Et que du coup, que ça se fasse de façon plus naturelle, plus organique. Je sais pas, mais en tout cas, il y a forcément un but et une intention derrière, parce que, enfin, il y a eu une action de LinkedIn, hein, on va pas se mentir. Moi, encore une fois, je parlerai pas de changement d'algorithme parce qu'il n'y a pas eu de communication officielle dessus, mais il y a eu une action délibérée de LinkedIn. Ça fait des mois que ça dure. On le voit tous. Il y a une baisse d'engagement qui fait qu'on est fermé dans nos réseaux. On ne peut plus s'ouvrir au réseau extérieur. Donc l'impact, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, on a beaucoup moins de demandes entrantes parce que forcément, nos clients, c'est un réseau extérieur, hein, pour beaucoup. Et du coup, s'ils nous voient plus, ils nous contactent plus. En tant que chercheur d'emploi, bah, c'est la même chose. On est plus visible du réseau extérieur, donc on a moins de sollicitations. On est plus visible. Donc voilà. Maintenant, on attend des communications officielles pour comprendre vraiment les raisons de ça. Après, tu vois, il y a beaucoup aussi de complots, il y a beaucoup d'hypothèses. Moi, mais après, tu vois, moi, je pense qu'il y a beaucoup de complotisme. Ça fait 1 an et demi que je lis des gros comptes qui ont 200 000 abonnés et tout, dire oui, LinkedIn punit les anciens comptes et met en avant les nouveaux comptes. Ça, je pense que tu vois, pour le coup, c'est une fable et c'est pas forcément vrai. Moi, je pense vraiment qu'aujourd'hui, l'hypothèse qui me paraît la plus probable, c'est vraiment que LinkedIn veut obliger les créateurs à aller tisser du lien Ça, mécaniquement, en fait. c'est. Si c'est ça, c'est une hypothèse, hein, mais en tout cas, si c'est ça, ça fait peur parce que du coup, ça va nous transformer tous en hamsters un peu qui courent dans la roue pour aller chercher les likes, tu vois. Et parce que tu sais, C'est ça. tu dis ouais, plus de commentaires pour renforcer l'humain, etc. Mais si au final tu veux vraiment avoir un retour sur investissement à utiliser LinkedIn, tu te transformes plus en humain en fait, tu te transformes en machine qui va générer un max de commentaires pour aller chercher ton ROI. Ça donne de l'hypocrisie aussi parce que tu fais des commentaires juste dans l'espoir d'avoir un retour d'investissement. Enfin, si vraiment le but de LinkedIn c'est de nous faire interagir un maximum avec les autres, j'ai l'impression que c'est juste pour nous faire nous garder captifs de la plateforme un maximum et tu vois, enfin, il y a une vie en dehors de LinkedIn aussi, donc ça fait un peu peur pour la suite. Mais t'as tout compris, mais c'est exactement ça. Et tu vois, j'ai une preuve en plus qui vient étayer ce que tu dis. Avant, quand tu faisais un post, je sais pas si t'as remarqué, mais il partait assez vite, pas viral, enfin, ça dépend, Oui. mais voilà, il partait assez vite quand même, en like et tout. Et puis après, ça Ouais. stagnait au bout de la première heure, et puis tu arrivais à comprendre en fait la portée de ton poste au bout d'une heure. C'était ça en fait ta métrique. Maintenant, on voit le raisonnement de LinkedIn à quel point il a changé, et ça vient étayer ce que tu dis. C'est que quand tu lâches un post, au début, tu bugs, tu te dis, mais attends, mon post, il est claqué, genre, au bout d'une heure, il a toujours pas de like, ou alors très peu de like. Et en fait, c'est hyper progressif. Il va pousser petit à petit, petit à petit, petit à petit. Il va prendre des commentaires presque toutes les heures, des likes toutes les heures. Il va vraiment grandir, mais d'une façon, mais
très, très, très lente, en fait. Et ça, c'est Ouais. quoi, en fait? C'est dans quel objectif? C'est dans l'objectif, justement, où LinkedIn veut garder, justement, captifs les gens, veut les faire rester et revenir régulièrement sur la plateforme. Et ça, c'est dangereux. Et c'est ça l'objectif aujourd'hui. Et ça, c'est dangereux parce que, comme tu dis, on peut pas, on n'est pas des hamsters dans une roue à être là sur LinkedIn à tourner autour et tout toute la journée. C'est impossible. Déjà, c'est dangereux parce que psychologiquement, tu vois, l'infobésité, les réseaux sociaux, c'est hyper énergivore, la charge mentale, elle est lourde et tout. Donc, ouvertement, ça nous encourage à y passer beaucoup plus de temps, à y consacrer beaucoup plus de charge mentale. Et en plus de ça, on peut pas, en tant qu'entrepreneur, le temps, c'est de l'argent, c'est notre ressource la plus précieuse. Enfin, et puis selon les comptes, on a des charges aussi qui sont lourdes à gérer, on a beaucoup de commentaires, on a beaucoup de messages privés, etc. On a du temps à passer auprès de nos clients. Donc, à un moment, si le deal, c'est de se dire, l'avenir de LinkedIn, c'est de devoir être ultra présent tout le temps sur le réseau pour répondre à un commentaire qui va popper toutes les heures, toujours être là à refresh la page F5, F5, F5 comme un fou, on va câbler en fait. Toujours essayer de se dire il faut que j'aille m'intéresser à Pierre-Paul Jacques, etc. En plus, on va pas se mentir, Victor, à un moment, ça devient archi faux cul. Hein. Je vois tout le monde en plus s'en plaindre de plus en plus et ça me fait plaisir parce que je me dis je suis pas la seule à trouver que c'est faux cul. Tout le monde met des commentaires chez tout le monde, mais la plupart, ils l'avouent volontiers que c'est juste dans le but que les gens ils te le rendent. Tu vois, et si du jour au lendemain, il y a des créateurs qui l'ont constaté ça, hein, du jour au lendemain, tu vas plus commenter chez personne, bizarrement, t'as plus de commentaires. Hein. Tu vois, il y a un moment, si le but c'est d'avoir des likes for like, des commentaires for commentaires, des follow for follow, on rentre dans un système hyper focus, tout est fake, donc faut arrêter à un moment donné cette hypocrisie de dire on veut des créateurs de contenu qui sont spontanés, qui sont authentiques, etc. Et en même temps, vous êtes les premiers à pleurer que on commente chez personne, que voilà, on fait pas assez d'interactions, etc. Alors qu'en vrai, les interactions, pour la plupart, elles sont archi fake. Elles sont archi fake. C'est juste que les gens, ils commentent, ils mettent des banalités. Ah, bravo, c'est super, machin. Et tu sais que je connais des dingueries. Hein. J'ai des dossiers sur LinkedIn, t'es même pas prêt. Hein. Et je connais Ouais, des gens, j'imagine. mais pour te dire jusqu'où c'est un système fake, qui ont des tableurs Excel. Et en fait, tellement c'est une dinguerie, hein. Les gens, ils mettent les dates, les heures et les noms des posts, tu vois, qu'ils ont commentés, et ils regardent, et après, ils mettent des couleurs, tu vois, ils mettent vert quand la personne, elle leur a rendu le commentaire et qu'elle est passée sur leur profil. Et s'ils voient que la personne, au bout d'un certain temps, genre de 2 ou 3 commentaires, elle est pas revenue leur laisser un commentaire, et ben, genre, cette personne, en gros, elle est ban. Ils se disent, ouais, moi, je donne, il me rend pas, c'est bon, j'irai plus commenter chez lui, quoi. On est dans des Ah ouais. systèmes comme ça. Et il y a des gens qui n'ont pas ce système-là de tableur, mais qui le retiennent dans leur tête. Hein. J'ai vu plein de commentaires comme ça chez les gens qui disent, moi, de toute façon, les créateurs, je vais commenter chez eux une fois, 2 fois. Si je vois qu'ils me le rendent pas, c'est fini, je vais plus chez eux. Bah, c'est quoi le délire? Moi, je calcule pas. Moi, il y a un truc qui me plaît, je vais aller commenter chez la personne. Ça me plaît, ça me plaît. Je vais pas me dire, attends, est-ce qu'il va me le rendre ou quoi? On est dans un système bizarre comme ça. Donc, tu vois, ça encourage aussi ça. Enfin, la finalité, on va perdre en authenticité, on va perdre en humanité, on va perdre en énergie, on va perdre en temps. Les gens, ça va les gaver. Ils vont se dire, si pour avoir un minimum de retour d'investissement sur LinkedIn, il faut que j'y laisse ma santé mentale, c'est pas la peine, en fait. Et les gens, ils vont se barrer de LinkedIn, en fait, hein, tout simplement. Parce que si à un moment, tu vois plus ton intérêt, pourquoi rester? C'est stupide de faire ça. Ouais, je suis d'accord avec toi sur tout ce que tu as dit et ça m'inquiète vraiment pour la suite du réseau. Donc, je sais pas comment ça va se passer, mais en tout cas, ouais, on est d'accord qu'il y a une grosse partie d'hypocrisie, de fake. Et j'étais pas au courant pour les tableurs, mais ça m'étonne pas. Ça va être- Des folies, non mais je te jure, je te jure. Mais il y en a plein comme ça, vraiment, et c'est triste. Hein. Et tu vois, moi, il y a un truc qui me gave aussi, c'est que il y a plein de gens qui, genre, ils doivent gratter, aller, je sais pas, genre 3-4 likes sur leur publi, parfois 20, parfois 30, et du coup, parfois, ils sont un peu dépassés. Et ils se permettent un petit peu de juger les créateurs de contenu qui sont influents et qui ont beaucoup de choses à gérer sous leur poste. Je vois tellement de posts passer pour fracasser les créateurs de contenu influents. Ils se prennent pour des stars, ils répondent pas aux commentaires, ils répondent pas aux messages, arrêtez de leur donner de la force, allez plutôt donner de la force à nous, les petits créateurs. Nous, au moins, on vous répond. Nous, au moins, on est là pour vous, etc. Bah oui,
mais jusqu'à temps que tu puisses plus, en fait. Parce que les gens, ils adorent parler de choses qu'ils connaissent pas et qu'ils vivent pas. Mais la réalité, mon coco, c'est que quand t'as 100, 200, 300, 500, 1000 commentaires sous tes posts, que tu reçois plus de 100 messages par jour, c'est pas que tu veux pas, c'est que tu peux pas, en fait, humainement et techniquement. Et il y a un truc, tu vois, ça rend ouf, c'est que sur les réseaux, les gens, ils perdent de l'empathie et ils perdent de l'humanité, mais vraiment, genre, ils vivent pas un truc, donc en fait, ils sont dans leur spectre et ils se disent, bah, si moi j'arrive à répondre à mes commentaires, c'est que tout le monde peut le faire. Mais non, en fait, on n'a pas la même charge. À un moment donné, c'est pas de la condescendance, c'est pas du mépris, c'est pas être hautain, c'est juste qu'on ne peut pas. Donc, moi, je parle pas au nom de tous les créateurs de contenu influents. Il y en a peut-être qui sont vraiment condescendants. Enfin, il y en a sûrement qui sont vraiment condescendants parce que toi-même, tu sais, on sait de quoi on parle. Mais il faut clairement pas généraliser et dire voilà s'ils répondent pas c'est que voilà machin etc. Ça bon ça c'est autre chose. Mais c'est aussi tu vois toute l'arrière-cour de LinkedIn où ça juge trop sans savoir et ça c'est un petit peu fatigant aussi quoi. Et on perd ce côté empathie. Et ce qui est drôle c'est que généralement c'est les premiers en plus à parler de bienveillance et d'humanité. Et c'est les premiers à fracasser gratuitement dès qu'ils peuvent aussi ça c'est très drôle. Mais voilà. Ça, c'est juste petit aparté parce qu'on en est à parler des interactions par rapport aux créateurs de contenu et tout. Mais ouais, non, l'avenir de LinkedIn, moi, je t'avoue qu'il me fait vachement flipper parce que, encore une fois, si on en est à sacrifier sa charge mentale pour avoir un minimum d'intérêt et de bénéfices sur le réseau, on va clairement pas y arriver, en fait. Hein. Vraiment. Justement, en plus, si on rajoute notre propre création de contenu, qui est un travail aussi, hein, à part entière, juste de créer nos posts, d'interagir en commentaire, de gérer les messages privés, etc. Si en plus on doit se dire il faut que j'aille partir sur les posts de tout le monde, faut que toutes les heures je regarde les commentaires pour faire vivre mon compte, c'est impossible. Donc vraiment, moi j'espère que LinkedIn, moi ça c'est quelque chose que j'ai fait remonter à ma creator manager LinkedIn, je lui ai fait remonter mon ressenti sur ça. J'espère que LinkedIn va être à l'écoute parce que, enfin, moi je sais pas toi, mais de tous les posts que je vois passer, on est tous en alerte et assez catastrophé par la tournure que c'est en train de prendre. Hein. Bah, c'est sûr que ouais, je vois pas mal de posts qui se ressemblent et je vois pas mal de posts. Enfin, c'est un peu toujours les mêmes sujets, tu vois. On se moque de LinkedIn, je fais 10 cas par mois, ce genre de choses. Mais ouais, c'est le paysage en tout cas, il se ressemble et je comprends beaucoup. Enfin, tu vois, dès qu'on sort un peu de notre bulle LinkedIn, je parle avec des gens qui sont pas dessus. Ils me disent ah non mais attends LinkedIn, c'est pas le réseau des gens qui limite, je vais être vulgaire, mais qui s'autosucent entre eux, tu vois, ou On me le dit tout le temps. qui sont tu vois, ce genre de truc, et t'es en mode non, mais attends, c'est pas comme ça, tu sais, tu lances des arguments, mais en Ouais, fait, ouais. il y a il y a une part de vérité là-dedans, enfin, et bref. D'ailleurs, je voulais te demander, tant qu'on est sur l'avenir de LinkedIn, il y a autre chose qui se dessine un peu sur LinkedIn, c'est l'influence. T'as, Ouais. bah, c'est relativement nouveau, tu vois. Je sais que toi, Ouais. t'es plus dans le game par rapport à ça, mais euh, les influenceurs LinkedIn, tu vois, c'est assez nouveau. Les gens qui font de la promotion, comme on pourrait voir sur Instagram ou autre, de certains produits dans le B2B, hein, plus des produits professionnels et tout. Mais voilà, ça reste de l'influence sur LinkedIn. J'aimerais bien avoir ton avis par rapport à ça, parce que moi, de ce que j'ai vu, en tout cas, je vois les posts qui font de l'influence. Bah, j'ai l'impression que ça marche beaucoup moins que les autres, tu vois, que ce qu'on connaît des recettes de posts qui marchent sur LinkedIn. Les posts qui font Ouais. la promotion, j'ai l'impression que c'est un peu des flops. Alors c'est peut-être, Ouais. faut pas généraliser, j'en sais rien, mais j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Moi, si je compare aux posts que j'ai pu faire, je pense que tout est dans l'angle. Et le problème, c'est que, enfin, j'ai vu pas mal de posts effectivement d'influence qui ont fait des gros flops et les angles pour moi, n'étaient pas bons, sincèrement. C'est-à-dire que ça pue la pub. Déjà, la plupart, ils ont tous les mêmes copier-coller. Ça se voit que c'est leur agence ou la personne qui les a contactés qui leur a tous dit de faire la même chose. Donc déjà, à partir de là, les gens, ils voient le premier post. Peut-être que s'ils t'aiment bien, ils vont liker, mais dès qu'ils en voient 2, 3, 4, 5 qui disent la même chose, ça fait spam, ça les gave. Et en fait, c'est extrêmement dangereux parce que au-delà du flop du post, à la limite, ça, voilà, c'est un impact de l'instant, on s'en fout. Bon, tant pis pour la marque, hein, j'ai envie de dire, mais voilà, ça te défonce ta marque personnelle, en fait. C'est surtout ça. C'est qu'en fait, on se dit, putain, elle a un peu vendu son âme et elle est partie dans un truc de mouton où tu vois que tout le monde fait les mêmes trucs
et il y a plus d'authenticité, pour le coup, c'est pas différenciant, il y a rien, etc. Et c'est décevant pour ta communauté. Et c'est surtout ça. Et c'est là qu'on rentre dans la mauvaise phase de l'influence, c'est que ta communauté a la sensation d'être instrumentalisée. Et il y a rien de pire. Et malheureusement, moi, je trouve que de plus en plus, l'influence que je vois sur LinkedIn, ça ressemble à ça. Et c'est pas la bonne façon de le faire. Tu vois, c'est intéressant parce que j'ai un chapitre entier qui est consacré à l'influence LinkedIn dans mon livre. Donc, j'explique Ok. pour moi la bonne façon d'appréhender l'influence LinkedIn. Et clairement, c'est pas ça. C'est pas faire des copier-coller. Moi, tu vois, j'ai fait des posts influence qui ont super bien fonctionné, notamment avec Télétravel, qui, d'ailleurs, je sais pas s'il va nous écouter, c'est géré par Yacine Bakouche. Bah, tiens, je t'en ai parlé, ils organisent des voyages en télétravail, justement. Et Ouais. ça avait super bien fonctionné parce qu'en fait, je l'ai dit tout à la fin et d'une façon assez subtile, en fait, que c'était un partenariat d'influence. Et j'ai présenté, si tu veux, la thématique, mais en lien avec du storytelling, c'est-à-dire en lien avec mon histoire personnelle. Et je pense que c'est ce stratagème-là qui fonctionne, cette technique-là qui fonctionne le mieux. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois, je me rappelle très bien, pourtant c'était il y a un an, hein, mais je me rappelle de la structure du poste. J'avais expliqué qu'en fait, quand je suis arrivée à la CAF, au début, moi, je savais pas ce que ça allait donner le télétravail. C'était en plein confinement et tout. Et finalement, on avait une super communication avec mes collègues. Donc depuis, ça m'a grave donné goût au télétravail. Donc du coup, quelqu'un qui a lu mon post, juste s'il s'arrête à ça, tu vois, il a déjà de la matière et une valeur. Quelqu'un peut déjà se reconnaître à mon expérience et dire oui, déjà, moi aussi, peut-être que le télétravail, au début, j'avais des appréhensions et qu'au final, j'ai trouvé que c'était super. Et ensuite, du coup, j'explique que Télétravel, ils organisent des voyages en télétravail, que j'explique un petit peu les modalités et tout ça. Et ensuite, je reprends un petit peu l'axe. Pour moi, le télétravail, c'est de la confiance, c'est aussi un axe fort de la culture d'entreprise, etc. Et même en tant qu'indépendant, on a besoin aussi de prendre l'air, tout ça. Donc tu me diras, j'ai eu de la chance parce que c'est un sujet fort et c'est un sujet RH puissant à prendre en main. Mais pas vraiment. Parce qu'en vrai, j'ai vu plein de posts aussi d'influence qui sont liés aussi au télétravail qui n'ont pas pris pour autant. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment sans prétention aucune que mon axe, il était intelligent. Je veux pas dénigrer, donc c'est compliqué, je vais pas citer le nom de la marque. Mais enfin, je pense que toi et moi, on sait qu'il y a eu une marque de solutions comptables pour les entrepreneurs qui a fait une grosse campagne Ouais. en ce moment. Et je trouve que beaucoup de posts, vraiment, ça manquait de storytelling. Et c'est ça la clé pour, tu vois, pas dissimuler, parce qu'il faut jamais dissimuler, jamais, jamais, jamais un partenariat d'influence. Mais pour que ça passe en second plan, en fait, dans le post. Et ces posts-là, l'influence était au premier plan. C'était regarder la solution, regarder ce que ça propose, regarder les bénéfices. On aurait dit une fiche produit, en fait, le truc. Moi, j'ai quasiment pas vu de post pour cette campagne-là où il y avait un storytelling. Pour moi, la bonne façon de faire, c'est mon expérience en tant qu'entrepreneur. J'ai galéré dans la facturation, c'était la misère, enfin, tout ce que vous voulez, etc. Même si j'ai peut-être eu des soucis avec l'URSSAF, enfin, vous le tournez comme vous voulez. Et finalement, voilà, j'aurais aimé avoir une solution comptable, machin, parce que on peut pas toujours s'en sortir seul. Et parfois, on pense qu'on peut tout gérer et au final, on gère rien du tout. Et à la fin, en fait, tu présentes la solution comptable et dans un souci de transparence, et ça, je l'ai pas vu dans certains posts, et ça, c'est pas bien. Toujours mettre, c'est un post sponsorisé, ou alors Ouais. hashtag collaboration, hashtag sponsorisé, tout ce que vous voulez, etc. Toujours le signaler, c'est extrêmement important. Mais en tout cas, toujours avoir un axe storytelling pour moi. Et ça, il n'y avait pas. Et c'est pour ça que pour moi, c'est des flops. Et ça, en fait, si tu veux, c'est con parce que c'est perdant pour tout le monde. C'est perdant pour la marque, c'est perdant pour le créateur de contenu parce que ça lui pète son reach complètement. En plus de ça, pour sa marque personnelle, pareil, si ton profil LinkedIn, c'est un peu ta vitrine, c'est vraiment pas ouf. Mais en même temps, tu vois, moi, j'adore ce genre de post parce que ça remet les pendules à l'heure sur LinkedIn. Vraiment. On a vu des trucs de ouf par rapport à ces campagnes. On a vu des créateurs qui avaient 250 000 abonnés, s'il te plaît, qui, en faisant des posts influence, qui du coup étaient mal tournés, sans storytelling, sans rien, ils avaient genre 100 likes, tu vois, des trucs comme ça. Ouais. Et pourquoi je te dis ça? Parce que ça montre ta vraie audience engagée. Tu vois, demain, Lionel Messi, il va mettre un post Insta, le mec, il va poster un œuf, mais un truc de merde, tu vois.
Et ben les gens, ils vont même pas chercher à savoir pourquoi Lionel Messi poste un œuf. C'est Lionel Messi, ils vont liker, et le mec, il va taper 100 000 likes, 200 000 likes, 300 000 likes, tu vois, parce que c'est Lionel Messi. Et ça montre à quel point sur LinkedIn, on est personne. On est personne. La vérité, c'est que tout le monde s'en fout de nous et que t'aies 10 000, 20 000, 100 000, 250 000, 500 000 abonnés, si tu n'apportes pas de valeur aux gens, si t'es pas là à leur raconter une histoire, quelque chose de captivant ou quoi que ce soit, ben, tu peux te retrouver avec 30 likes, 40 likes, 100 likes sur tes publications, qui que tu sois. Et ça, je l'ai vu pour tous les créateurs de contenu. Et ça remet les pendules à l'heure un petit peu à ceux qui peuvent prendre la grosse tête et qui peuvent se dire, ouais, j'ai 200 000, j'ai 300 000 abonnés. Les gens, ils sont pas acquis, ils sont pas là, c'est ça qui est cool sur LinkedIn aussi, c'est que c'est un challenge de tous les instants. Ta communauté, elle est jamais acquise. T'as toujours des choses à leur prouver et ils sont toujours en attente d'une valeur. Contrairement à Insta et à tous ces délires, tu vois, d'influence, télé-réalité, etc., les gens, ils sont pas en adoration et en vénération sectaire devant toi en mode c'est Maëva Guénam, j'adore, tu vois, je vais tout liker, je vais tout acheter. Pas du tout. Les gens, ils sont durs avec toi, ils sont difficiles, ils sont en observation sur toi, ils restent toujours méfiants même s'ils t'apprécient, et tu as toujours une qualité de contenu à leur offrir. Et je pense aussi que c'est le problème de beaucoup de créateurs de contenu qui peuvent trop se reposer sur leur acquis, c'est qu'ils se disent, c'est un partenariat d'influence, mais comme j'ai déjà 50 000, 100 000, 200 000 abonnés, je vais pas trop faire d'efforts, mais comme ils m'aiment bien, ils vont liker. Pas du tout. Là, tu te retrouves comme un con avec un post à 50 likes alors que tu as 200 000 abonnés parce que tu n'as fait aucun effort et que tu n'as pas fait de storytelling. Ça, c'est la meilleure façon pour en arriver à ça. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Hein. Ouais, totalement. Et ça montre aussi l'importance de travailler sa marque personnelle et de pas se reposer sur ses acquis parce que, en fait, ouais, tu crées une relation avec ton audience et le truc, c'est que les gens, on dit souvent, oui, l'accroche va déterminer si votre post va être lu ou pas. Oui, c'est vrai. Mais il n'y a pas que l'accroche. La première chose que les gens regardent, c'est le nom de la personne qui poste. Et du coup, bah, le nom, il est associé à quelque chose. Et si derrière ce créateur-là, on a déjà vu qu'il faisait des posts, que toutes les semaines il fait une nouvelle promo, ben on va se dire, ok, le mec, en fait, il nous prend pour un portefeuille sur pattes. Donc clairement, la première chose à faire, c'est que travailler la relation avec son audience. Et donc, ça passe par travailler les angles et créer des contenus intéressants. Même si c'est dans le cadre d'un partenariat, ça doit toujours apporter une valeur. Et je pense que c'est ça les meilleures promos, c'est que même si, ok, on va pas acheter le truc, bah, on va quand même apprendre quelque chose, on va quand même retirer quelque chose du post. Ça nous aura peut-être diverti ou ça nous aura peut-être inspiré, mais en tout cas, on retire quelque chose, on retire un peu de valeur, même si c'est de la vente et même si c'est une offre promotionnelle. Et ça, c'est une forme de respect pour son audience de faire ce procédé-là et de pas juste se reposer sur ses acquis et balancer le truc en disant, OK, allez, c'est bon, ça va vendre, quoi. Je suis 1000 fois d'accord Euh, avec toi. C'est tellement ça. En fait, je pense que le souci, c'est que beaucoup s'adressent uniquement aux cibles du produit qu'ils mettent justement en avant dans les campagnes influence. Sauf qu'en fait, il faut tenir compte du fait que, comme tu le dis si bien, on a une audience qui attend aussi un contenu, je dirais pas universel, parce qu'on peut pas produire du contenu universel, mais du contenu aussi qui peut lui parler et à laquelle elle peut se retrouver. Et c'est pour ça, justement, que pour élargir l'audience de ces posts-là, il faut raconter une histoire, il faut proposer de l'actionnable. On peut pas juste arriver et dire voilà la solution que je vous propose. Et du coup, là, on s'adresse à une dizaine, une vingtaine de personnes et il faut pas s'étonner si le post ne fonctionne pas. Et justement, en plus, c'est vraiment du gagnant-gagnant pour tout le monde parce que moi, je suis une fervente partisane de l'effet de viralité et malheureusement, beaucoup le délaisse et je trouve ça profondément stupide. C'est-à-dire que quand tu fais un post qui s'ouvre au maximum au grand public, ce qui se passe, c'est qu'en fait, bah, tu vas avoir, admettons, comme tu le dis, des gens qui vont liker, mais qui vont pas t'acheter ton truc parce que ça les intéresse pas. Mais là, on rentre, même pour 10 likes, hein, on rentre dans un effet de viralité. C'est-à-dire que toi, tu vas liker mon post, tu vas pas être intéressé, tu vas pas m'acheter ce que je te propose, mais du coup, peut-être que dans ton fil d'actualité, parce que quand tu vas liker, mon post va remonter dans ton fil dans le fil d'actualité de tous tes abonnés. Peut-être que dans leur fil d'actualité, il y aura quelqu'un qui va être intéressé par mon produit, qui va liker encore le post.
Et peut-être que ça sera toujours pas le cas et que du coup, toujours par effet de viralité, il y aura encore quelqu'un qui va liker le post et qui du coup, enfin tu vois, c'est infini en fait, jusqu'à arriver à une personne qui au bout d'un moment sera intéressée par le produit. Mais cet effet de viralité là, il commence pas si les personnes qui sont pas intéressées par ton produit, tu vas pas les chercher. Il faut que tu leur parles aussi en fait. Et c'est vraiment l'erreur à ne pas faire. Et c'est ce que négligent malheureusement beaucoup de créateurs de contenu. Donc c'est pour ça que vraiment, il y a aujourd'hui un intérêt fort à essayer de penser, et moi c'est ce que j'essaye toujours de faire hein, dans tous mes partenariats d'influence, essayer de penser à mon audience habituelle. Pourquoi elle me suit? Déjà, pourquoi elle me suit? C'est parce que je parle de beaucoup de culture d'entreprise, de management, de diversité d'inclusion, du bien-être au travail, de recrutement, de marque employeur. Très bien. Je vais essayer d'avoir un angle humain par rapport aux produits, etc., pour susciter le débat, la réflexion, etc., et que du coup, bah, mon audience habituelle, elle y trouve son compte aussi et qu'elle like, et du coup, aller chercher aussi cet effet de viralité pour aller chercher plus loin dans mon audience. Déjà, d'une part. Et d'autre part, pourquoi j'accepte, et pourquoi, à mon avis, il faut que tout le monde ait ces raisonnements-là, pourquoi j'accepte des partenariats d'influence? Parce qu'ils correspondent aux thématiques que j'aborde moi habituellement. Donc du coup, c'est pas bizarre en fait. C'est voilà, moi je parle de marque employeur, je vais mettre en avant les marques employeurs des entreprises, je vais mettre en avant leur politique diversité inclusion. Enfin, et au même titre, on m'a beaucoup approché, tu vois, pour des partenariats d'influence crypto, métavers, NFT, tout ce que tu veux. Je m'en fous, ça m'intéresse pas, donc je vais pas aller en parler. Ça m'intéresse pas, ça n'intéressera pas mon audience. Donc je pourrais très bien me pomper de la thune facilement, mais ça n'a aucun intérêt pour personne. Et en fait, l'influence c'est dangereux parce que enfin, franchement moi, ça me fait un peu rire. Alors, influenceur en tant que tel, c'est peut-être un métier. Parce qu'effectivement, moi, je suis pas influenceuse temps plein, donc je sais pas ce que c'est, donc je peux pas en parler. Mais enfin, faut arrêter de dire que l'influence, quand tu fais un post de temps en temps, c'est un métier. C'est pas un métier. Donc, il y a un moment, tu vois, comment dire, c'est dangereux parce que c'est de l'argent facile. Moi, je peux faire un post, tu vois, qui va me prendre 15 minutes à être écrit. Je vais pomper 2300 € hors taxe. Derrière, l'impact, il va être dramatique parce que je vais avoir mon audience qui va se dire mais qu'est-ce qui lui arrive de Ritz? Pourquoi elle parle de ça? Elle en a jamais parlé. Et en même temps, ça va pas avoir de like parce que c'est pas mes thématiques, donc c'est super, hein. Je vais me prendre ma thune. Mais pourquoi faire derrière? Ma marque personnelle que j'ai mis 1 an et demi à créer, elle va être détruite pour 2300 €. Vraiment, pas du tout, en fait. Donc, voilà, faut faire attention aussi parce que c'est de l'argent facile. C'est vraiment de l'argent facile, hein. C'est pour ça que je te dis, c'est un métier, c'est dur. Non, c'est un post que t'écris en 15 minutes avec un call que t'as fait avec une entreprise. Voilà, même si l'entreprise t'a pris le temps de comprendre, etc. les choses, c'est de l'argent facile, hein. Enfin, voilà, on se lève pas à 4 heures du mat pour aller taffer comme des chiens, etc. Faut arrêter de s'inventer des vies et de faire style, c'est un truc archi dur et tout, pas du tout. Mais tu vois, enfin, moi, là, je vais commencer un partenariat d'influence, je suis super fière, je peux pas encore dire le nom. C'est une très grande boîte d'intérim qui est très connue. Et on va partir sur un angle marque employeur, diversité inclusion, LGBT phobie, etc. C'est mes sujets. Donc évidemment que quand ils m'ont sollicité, j'ai dit oui avec la bouche en cœur et on fait tout ce que vous voulez quand vous voulez, etc. Mais voilà, il faut vraiment faire attention à rester cohérent. Et ça, c'est le problème, c'est que tu vois. Mais après, tu vois, c'est humain, on peut pas taper sur les gens. On te propose de l'argent. On te propose de l'argent. Si t'es un peu en galère, tu peux être tenté d'accepter et tout. Et c'est ça le souci, c'est rester aligné avec ses valeurs malgré l'appât du gain. Ça, c'est tout le problème dès que tu commences à avoir un peu de visibilité, quoi. La tentation, elle est là après, hein. Ouais. Yes, et ben écoute, en tout cas, je suis très content qu'on ait abordé ces sujets-là. Je les avais encore jamais abordés sous cet angle-là, donc ça fait plaisir. On a un petit deux vérités un mensonge à se faire. Yes. Donc, on va se faire ça. Tu connais, t'es déjà venu, mais voilà, normalement, t'as 3 anecdotes, dont 2 qui sont vraies, une qui est fausse. Donc, l'idée, c'est que tu m'énonces ces 3-là et je vais essayer de trouver le mensonge. Ça te va? Yes. Écoute, trop bien, j'adore ce jeu en plus. Je vais partir sur un principe de message privé LinkedIn. Ok. Alors, j'ai déjà échangé en message privé avec le PDG de LinkedIn.
Ensuite, Ok. j'ai déjà échangé en message privé avec Elisabeth Moreno, l'ancienne ministre, diversité, inclusion, égalité des chances, en France, du coup. Et j'ai déjà échangé avec Jean Pascal de la Star Academy 1. Ah là là. En vrai, les deux premiers, j'aurais tendance à y croire parce que c'est plus tes sujets. Même si... Non, en vrai, je vais dire le 3. Le 3, c'est un mensonge. Ah, j'adore! Et mais figure-toi que c'est le 1 le mensonge. Ah là là. Tu m'as eu. Ouais. Écoute, l'explication, elle est ouf. Alors, le PDG de LinkedIn, j'ai son mail, je l'ai dans mon réseau premier, mais je n'ai jamais échangé en message privé Ok. avec lui. Par contre, Elisabeth Moreno, donc l'ancienne ministre en France, égalité des chances, diversité, inclusion, elle a déjà liké des posts à moi sur LinkedIn, et moi, je le savais pas. Donc du coup, c'est des gens de ma communauté qui l'ont vu et qui m'ont dit mais regarde, Elisabeth Moreno, elle like tes posts et tout. Du coup, j'ai eu l'audace de lui envoyer un message pour lui dire bah écoutez merci, en même temps bravo pour tous vos engagements et tout. Au passage, bah quand je suis à Paris, ce sera avec plaisir pour vous rencontrer. Elle m'a répondu même pas 2 heures après, j'étais choquée, elle m'a dit avec plaisir et tout. Donc voilà, j'ai discuté avec Elisabeth Moreno et Trop bien. Jean-Pascal. Tu vois qui c'est Jean-Pascal Lacoste de la Starac 1? Ça me dit un truc, mais je suis pas de ouf. Alors tu sais, c'était la saison avec Jennifer, la toute première. Ouais, La toute ok. première gagnante. Et tu sais, c'est un agitateur, un provocateur, un animal. My name is Jean-Pascal. Tu vois pas? Non. Ça te dit rien? Putain, merde. En plus, je t'ai fait une petite chanson en live et tout, c'est juste pour toi. Et pour tous nos auditeurs. Alors, Jean-Pascal, il m'a fait des vocaux à l'époque où j'étais chroniqueuse sur BFM Business. J'étais choquée. Mais genre, j'ai des vocaux de Jean-Pascal sur LinkedIn pour me dire ouais, je trouve que t'as grave de talent et tout, crois en toi, je suis sûre que t'as grave d'avenir là-dedans. Vraiment, moi, je me fais aucun Ok. souci pour toi et tout. J'étais trop contente. J'étais choquée, c'est Jean-Pascal quand même. Moi, c'est ma génération, tu vois. Moi, je le regardais devant la télé, j'avais 6 ans avec Jennifer et tout, enfin, tu vois. Et du coup, voilà, j'ai vraiment échangé avec Jean-Pascal et il est ultra simple et trop gentil, vraiment. Genre, je te dis, il m'a fait des vocaux et tout, voilà, trop cool, quoi. Ça marche. Ben, en tout cas, c'était très cool d'échanger sur tout ça. Est-ce que tu as des actualités à nous partager et est-ce que tu veux nous dire un petit mot pour finir? Yes, bah écoute, merci beaucoup pour ce super moment passé ensemble. Comme d'hab, c'est toujours un gros, gros, gros kiff. Je reviens quand tu veux. Gros cœur sur toi. Et écoute, bah on est toujours dans la promo du livre. LinkedIn booste ta visibilité aux éditions Vibert. On est super fiers de l'accueil qui est réservé. Il y a tous les jours des gens qui font des posts avec notre hashtag, du coup, qui porte le nom du titre du livre. LinkedIn booste ta visibilité pour faire leur retour sur LinkedIn par rapport bah, à la valeur, à la qualité du livre, qui disent bah, qu'ils apprécient beaucoup l'humour. Et ça nous montre, tu vois, que notre pari, il était gagnant de faire un livre de formation qui casse les codes et qui bah, ressemble pas à d'autres livres de formation qui peuvent être vraiment hyper académiques, tu vois, peut-être assez normés. Et moi, je les trouve finalement souvent assez gris. Nous, on a voulu faire quelque chose d'hyper fun pour vraiment que les gens apprennent en s'amusant. Surtout ceux qui n'aiment pas LinkedIn et qui ne comprennent rien à LinkedIn. Et de voir tous ces retours-là aussi de ce public-là, ben, on est trop contente. Donc, on continue la promo, on continue les plateaux télé, on continue voilà, les médias et tout pour mettre en lumière un maximum notre livre. On sera en dédicace à Nice le 10 juin à la librairie La Sorbonne. On est super fiers parce que c'est la plus grande librairie de Nice à part la Fnac. Et moi, je serai à Vivatech en tant que speaker. Donc, je serai speaker le 17 juin sur le thème de l'infobésité, on va dire, qui est liée aux réseaux sociaux et à Internet, donc la nécessité de prendre soin de sa santé mentale et de donner des solutions pour limiter sa charge mentale vis-à-vis d'Internet, de toutes les sollicitations et de l'usage en fait qu'on peut en faire. Et voilà, aujourd'hui, c'est un vrai problème. Donc voilà, j'ai cet honneur-là. Et je serai aussi speaker, ça je te l'ai même pas dit, je crois. Je serai aussi speaker avec un grand groupe d'intérim et avec LinkedIn.
sur un sujet mystère. Donc voilà, double speaker à Vivatech. Je suis extrêmement, extrêmement fière. Ça va être très gros. Donc voilà, le 17 juin à Vivatech, à pas manquer. J'ai grave, grave hâte. Ah, tu m'as pas dit, non? Tu vas me dire en Eh off. ouais, Je sais que... c'est vrai qu'en off, je Ça t'en ai marche. même pas parlé. Ouais. Bah Non, ouais. non, je suis super contente. Vraiment, c'est un gros, gros truc. Mais j'ai pas tellement plus d'infos que ça, en fait, si tu veux. Et c'est ça qui est hyper valorisant et flatteur, c'est que ils me font confiance sans forcément me donner beaucoup d'infos sur les thématiques, etc. Mais bon, euh, je sais qu'on sera sur des thématiques communes et sinon ils seraient pas venus me chercher. Et dans tous les cas, je peux te dire que quand tu sais que tu vas être speaker en synergie avec LinkedIn, tu cherches pas à comprendre et tu dis oui. Même si tu Bah sais pas écoute, forcément c'est quoi le sujet. tu vas gérer, tu vas gérer. En Ouais, tout cas, non, c'est trop cool. merci d'être venu et puis je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. À plus, Dorit. Bah écoute, merci beaucoup à toi, Victor. Prends soin de toi et puis on se dit à très vite pour de nouvelles aventures. Prends soin de toi. Merci d'avoir écouté Copywriting Game. Si t'as écouté jusqu'ici, c'est certainement que l'épisode t'a plu. Pour me soutenir, n'hésite pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, parce que ça m'aide beaucoup pour le référencement. J'ai lancé ce podcast car le copywriting me passionne. Je suis copywriter et si t'as des besoins à ce sujet, n'hésite surtout pas à m'envoyer un message. Tu trouveras mon LinkedIn et mon mail dans la description. À très vite sur Copywriting Game, le podcast du copywriting.